لا مازال واحدة أخرى فهمت on sait jamais parce qu'un bel بكم حيت تبارك الله. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites signe. D'accord, on va commencer. Donc, on va voir aujourd'hui une complication. On va voir aujourd'hui donc une des complications qui peuvent survenir lors de votre travail, qui est le corps étranger laryngotrachéobronchique, c'est-à-dire une inhalation d'un corps étranger. Donc, tout d'abord, on va commencer par la présentation du cours. Et à la fin du cours, vous pouvez poser n'importe quelle question, d'accord? Je suis là pour vous répondre. Si vous n'avez pas compris un truc, donc je peux revenir. Si les 40 minutes se terminent pendant le cours, je vais renoncer. D'accord? Je vais renoncer et du coup, on terminera. OK? Donc, je suis professeur Chélia, maître de conférence A en réanimation. Voici ma boîte mail. On ne sait jamais, vous avez d'autres questions qui peuvent survenir après la révision et tout, là pendant la révision. Il n'y a pas de problème, je peux vous répondre. Envoyez-moi un mail et je peux vous répondre. D'accord? Bon, on commence. Donc, les corps étrangers intratrachéobronchiques, c'est une source de morbidité et de mortalité. C'est-à-dire là, le pronostic vital est vraiment mis en jeu. C'est un épisode asphyxique, c'est-à-dire asphyxie. L'asphyxie, c'est une soif d'air, ok? Il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'oxygène, et ça se transmet ou ça apparaît sous forme d'une détresse respiratoire aiguë. La présentation clinique, elle est variable selon la localisation du corps étranger. On va voir ça tout à l'heure. Les objets dentaires sont les deuxièmes corps étrangers les plus souvent inhalés chez l'adulte. Contrairement à l'enfant, où on retrouve par exemple les jouets et autres choses, les cacahuètes et autres choses. Devant la gravité de ce syndrome, il faut vraiment connaître certaines techniques, certaines conduites, ça pour sauver votre patient. D'accord? Donc, il se définit par quoi? Il se définit par une inhalation soudaine d'un corps étranger. D'accord? Il se traduit par une asphyxie aiguë, comme j'ai dit, chez un sujet qui est auparavant sain, c'est-à-dire vous êtes en train de faire vos gestes, vous êtes en train de faire votre clinique, vos soins, et là, apparition d'une asphyxie ou une détresse respiratoire aiguë. Là, il faut suspecter toujours un corps étranger. Okay?
déclenche des mouvements de toux vraiment violentes qui sont souvent aboutissent à l'expulsion des corps étrangers. C'est pour ça la règle qu'il faut toujours suivre, il faut toujours respecter cette toux, parce que cette toux, elle possède une force expulsive très importante. Et du coup, il faut toujours la respecter. Il ne faut pas dire aux patients, par exemple, de fermer la bouche ou d'arrêter de tousser et d'empêcher cette toux. D'accord? C'est grâce à cette toux que le corps étranger peut sortir. OK? Un petit rappel anatomique. Normalement, vous connaissez ça. Ça, c'est la cavité buccale. Normalement, vous connaissez. La langue, le pharynx, l'épiglotte, d'accord, la trachée, l'œsophage. L'inhalation, c'est-à-dire que le corps étranger, au lieu d'aller à l'œsophage, il va aller au niveau de la trachée. D'accord? Lorsqu'on respire, l'air passe par le nez, le pharynx, le larynx et puis la trachée. Donc, comme moyen de protection, on a cette épiglotte. L'épiglotte au moment de l'expiration, c'est-à-dire au moment de la sortie de, après l'inspiration, cette épiglotte va se fermer. Donc, c'est un des moyens de respect. OK? Mais pardon, c'est un des moyens de protection. Et là, c'est la glotte. La glotte, c'est le début des voies aériennes inférieures. C'est le début des voies aériennes inférieures, c'est-à-dire le début de la trachée et puis le poumon. Donc, pour le corps étranger, il va traverser cette glotte, voilà la glotte, et va siéger au niveau de la trachée ou au niveau des branches. Donc, elle a une forme d'une gouttière et du coup, ça va faciliter la pénétration du corps étranger lorsque l'épiglotte, elle est ouverte. OK? L'épiglotte, elle est ouverte. Elle peut même, lorsque le corps étranger est assez grand, il peut même se bloquer là. D'accord? Donc, on commence par la physiopathologie. On rentre dans le vif du sujet et on commence par la pathologie. Quelles sont les causes de l'accident? Ou bien, on ne parle pas vraiment de causes, mais de facteurs favorisants. Premièrement, le matériel. Donc, ça peut être lié au matériel, au patient et au praticien lui-même. Pour le matériel, premièrement, le fauteuil dentaire, la position du fauteuil. Pour être vraiment c'est-à-dire de façon ergonomique, pour travailler de façon ergonomique, là, il faut que le patient soit en décubitus dorsal avec une hyperextension de la tête. Cette hyperextension va entraîner quoi? Va entraîner l'alignement du pharynx, larynx et la trachée. L'alignement du pharynx, du larynx et de la trachée. Et du coup, c'est un facteur qui favorise la pénétration du corps étranger. D'accord? C'est un facteur favorisant la pénétration du corps étranger lorsque ça existe. Deuxièmement, la petite instrumentation. Vous utilisez des petits instruments, d'accord? Lorsque le corps étranger est assez petit, il peut traverser cette gouttière, d'accord? Il peut traverser cette gouttière. Et lorsqu'il est un petit peu grand, il peut se bloquer ici. Donc, c'est un autre facteur favorisant. Par exemple, les fraises, s'ils sont fracturés ou qu'ils s'échappent donc des rotatifs, la lime, le spreader, tout ça peuvent engendrer un corps étranger. Les éléments prothétiques aussi, les éléments prothétiques, les prothèses, que ce soit provisoires ou définitives, lors d'un essayage, d'une désinsertion, ils peuvent entraîner aussi un corps étranger. Ça, c'est pour le matériel. Pour le patient lui-même, les facteurs qui favorisent l'apparition du corps étranger, premièrement, on a l'âge, les deux extrêmes, l'enfant, lorsque vous travaillez avec un enfant qui est immature, c'est-à-dire qui n'a pas une maturité assez importante, lors d'un mouvement brusque, il peut favoriser une inhalation d'un corps étranger. D'accord? On ne peut pas vraiment contrôler un enfant. C'est pour ça que ça constitue un facteur de risque. Le deuxième extrême, c'est les personnes âgées. Pourquoi les personnes âgées, malgré qu'ils sont des adultes? Parce qu'il y a une diminution des réflexes de protection au niveau du pharynx, au niveau du larynx. On a vieillissement de la musculature. C'est pour ça, ça peut une perte de sensibilité, ça peut être un facteur favorisant pour l'apparition d'un corps pour le déclenchement d'un corps étranger, d'accord? L'inhalation d'un corps étranger. Certaines pathologies ou médicaments, tels que l'AVC,
accident vasculaire cérébral, lorsqu'on a une paralysie faciale, les maladies de Parkinson, les épilepsies ou bien les sédatifs. Les facteurs locaux, lorsque l'ouverture de la bouche elle est limitée, lorsqu'on a une ouverture qui est assez limitée, une ouverture de la bouche qui est assez limitée, là, ça va entraîner une difficulté de travail pour vous. Et du coup, ça va être un travail assez difficile et ça peut engendrer un corps étranger lors d'une manœuvre, n'importe quelle manœuvre que vous pouvez utiliser. L'hypersalivation, des soins qui sont réalisés sur les molaires, une anesthésie générale, tout ça sont vraiment des facteurs favorisants. Un patient qui a un réflexe nauséeux très important, donc tout ça, l'âge, cette pathologie et ces facteurs peuvent être des facteurs favorisants, des causes pour causer l'apparition d'une inhalation d'un corps étranger. D'accord? Pour le praticien lui-même, oui, par exemple, lors d'une journée longue, avec une fatigue, la tension diminue, les réflexes diminuent et ça peut entraîner une erreur et engendrer donc une inhalation. Le manque d'expérience aussi. L'utilisation des mains au lieu des instruments, parce que la main, elle est assez grande. Et pour des instruments qui sont assez petits, lorsqu'on utilise la main, et donc le corps étranger, il peut tomber et entraîner donc une inhalation. D'accord? Donc il faut faire vraiment très attention pour ces éléments. Donc, quelles sont les circonstances de l'accident? Elles sont vraiment favorisées par ces facteurs qu'on a déjà décrits et par une inspiration soudaine et profonde. Lorsqu'on inspire, on ouvre la glotte. Lorsqu'on inspire, on ouvre la glotte. Et lorsqu'il existe ces facteurs, donc le risque de faire une inhalation est très important. D'accord? Lors d'une surprise, de peur, d'un sanglot. Tout ça entraîne donc l'ouverture de la glotte, une inspiration profonde, une aspiration. Donc, lors de l'inspiration, on aura une aspiration de l'air, une aspiration d'un corps étranger, et du coup, la survenue de l'inhalation, la survenue du corps étranger. Donc, c'est quoi lors de l'accident? C'est quoi le corps étranger? L'inhalation, pardon, c'est une conséquence d'une mise à défaut des réflexes de protection. Les réflexes protecteurs des voies aériennes, lorsqu'ils font défaut, on aura l'apparition ou on aura la survenue de l'inhalation du corps étranger. Au niveau du larynx, on commence étage par étage. Au niveau de larynx, on aura une contraction de fermeture, en fermeture, c'est-à-dire tendance au spasme. Spasme, c'est-à-dire une diminution du diamètre du pharynx. Lorsqu'on a mis à défaut de ce corps étranger, le corps étranger, il va aller du larynx vers la glotte et entrer au niveau de la trachée. Au niveau de la trachée, on a la mise en place, la survenue de la toux. Comme j'ai dit au début, la toux, c'est un moyen vraiment de protection. Il permet d'expulser le corps étranger. Donc, on aura et la trachée, vraiment, elle est tussigène, c'est-à-dire quoi? Elle entraîne l'apparition d'une toux. Lorsqu'on stimule la trachée, on stimule par le passage du corps étranger, on aura l'apparition d'une toux. Cette toux, elle est vraiment quinteuse. Quinteuse, c'est quoi ça, quinteuse? C'est-à-dire, c'est une succession de toux. C'est ça, ça veut dire ce que ça veut dire quinteuse. Avec vraiment une inspiration difficile, des reprises inspiratoires difficiles. Tout ça pour faire sortir le corps étranger. Cette quinte de toux aussi, elle permet à nous de faire le diagnostic parce que lorsqu'on travaille, on travaille et on suspecte est-ce que vraiment il y a passage d'un corps étranger ou non. Lorsqu'il y a une quinte de toux, là, le diagnostic vraiment il est à 90%. 90%, il s'agit d'une inhalation du corps. Et elle peut aboutir, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'évacuation du corps étranger. Donc, on appelle ça vraiment le syndrome de pénétration. Lorsque le corps étranger passe du larynx vers le trachée, c'est-à-dire qu'il est en train de pénétrer dans les voies aériennes. Donc j'ai dit larynx, la trachée et puis les branches, on appelle ça le syndrome de pénétration. OK? Et le syndrome de pénétration, lors la présence d'un syndrome de pénétration, le diagnostic, c'est-à-dire de l'inhalation du corps étranger, est presque elle est à 100%.
Et à côté du syndrome de pénétration, on peut avoir une asphyxie, un tableau d'asphyxie. Et on va voir ça dans la clinique. L'asphyxie, c'est quoi? C'est une obstruction totale de l'air. Lorsque le corps étranger est assez grand, il obstrue par exemple la trachée ou il obstrue la glotte, il n'y aura plus passage d'air et donc on aura une asphyxie. L'oxygène ne passe pas et l'air ne passe pas. La mort, elle est vraiment imminente. Le décès, il est imminent. Et on doit agir vraiment très rapidement. Quelles sont les conséquences de l'accident sur le plan physiopathologique? Les conséquences sont en fonction de plusieurs paramètres. Ils sont en fonction du volume, en fonction de la nature, en fonction de la localisation, en fonction de la durée de séjour. Le volume, lorsque le corps il est très petit, il peut aller jusqu'aux branches. On a le larynx, la trachée, puis les branches se chaussent droite et gauche, et enfin les petites branches, les plus ramifications des branches. Donc il peut siéger jusqu'aux branches, d'accord? Il va pénétrer. Lorsqu'il est assez grand, il peut obstruer la glotte. On aura l'apparition, une obstruction complète, et on aura l'apparition d'un syndrome d'asphyxie, une asphyxie aiguë, d'accord? En fonction de la nature, s'il est par exemple piquant, la détresse respiratoire, elle est à tous les étages. Lorsque il traverse le larynx, on aura un spasme. Lorsqu'il traverse la glotte, on aura une quinte de toux. Lorsque au niveau de la branche aussi, on aura une détresse respiratoire. C'est-à-dire, dans n'importe quel étage, on aura l'apparition d'une détresse respiratoire. Lorsqu'il est arrondi, donc, puisque la trachée, c'est un tube, les branches sont des tubes, lorsque le corps étranger il est arrondi, donc il va faire une obstruction plus sévère. D'accord? Arrêtez de faire les annotations. Si vous avez des questions, je peux répondre à la fin du cours. D'accord? Consistance molle. Pour la consistance molle, on aura un effet de clapet. C'est quoi l'effet de clapet? C'est-à-dire, il ferme, il ouvre. Il ferme, il ouvre. C'est ça le clapet. Il ferme les voies aériennes et du coup, on aura un syndrome d'asphyxie. Il ouvre les voies aériennes, le patient va se sentir mieux. D'accord? Donc, c'est ça le phénomène. Et lorsque la consistance de l'objet ou la consistance du corps, elle est molle, on aura un effet de clapet. D'accord? Lorsqu'il est métallique, le métal, il est mieux toléré par rapport aux autres corps étrangers. D'accord? Par rapport à la muqueuse bronchique. Surtout si le métal, il est vraiment lisse. OK? Si le métal est lisse, là, on aura une bonne tolérance du corps étranger. La localisation, pour la localisation, c'est par exemple, le corps étranger, il siège au niveau de la glotte, il y a un risque d'asphyxie. Lorsqu'il siège au niveau de la trachée, aussi, on risque de spasme trachéal ou bien d'asphyxie. Lorsqu'il siège au niveau des branches, il est mieux toléré parce qu'on a l'autre poumon qui peut pallier à cette détresse respiratoire. La durée de séjour, ça va de soi. Plus le corps étranger siège au niveau des voies aériennes, au niveau du poumon, plus le risque d'atélectasie. Atélectasie, c'est-à-dire une diminution du volume pulmonaire, parce que la partie où elle est ventilée par cette branche, elle est obstruée et du coup le poumon va rétrécir. OK? Et risque infectieux, parce que cette zone va être infectée. Et du coup, le risque vraiment va être plus grave, plus le temps augmente du siège du corps étranger. OK? On passe maintenant à la clinique, au diagnostic positif. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a deux syndromes lors du corps étranger. On a le syndrome de pénétration et on a le syndrome d'asphyxie aiguë. C'est en fonction de la localisation et en fonction de l'obstruction du corps étranger. Lorsque le corps étranger il pénètre à l'intérieur des voies aériennes, il ne fait pas une obstruction complète, on aura l'apparition du syndrome de pénétration. C'est quoi le syndrome de pénétration? C'est un accident brutal et bruyant. Brutal, c'est-à-dire il apparaît brutalement. Bruyant, c'est vraiment le patient, et il s'agite et il devient vraiment avec une détresse respiratoire, avec tous les signes cliniques. Okay?
Chez un patient qui est apéritique, il n'y a pas de fièvre. Apéritique, ça veut dire non fébrile. Et en excellente santé. D'accord? Excellente santé, mais bon, ça peut survenir aussi chez les patients qui ont des antécédents. Mais lorsque le patient n'a pas d'antécédents et il y a une détresse respiratoire qui arrive dans votre cabinet, au moment de soins, le premier diagnostic auquel vous allez penser, c'est l'inhalation du corps étranger. D'accord? C'est quoi le syndrome de pénétration? C'est un accès de suffocation aiguë, brutale et spasmodique. Spasmodique, c'est-à-dire qu'il y a un spasme. Spasme, c'est quoi? Une diminution du diamètre des voies aériennes, accompagnée d'une quinte de toux expulsive. Comme j'ai dit tout à l'heure, la trachée, elle est tusigène, c'est-à-dire elle entraîne l'apparition de toux. Pour ça, lors du syndrome de pénétration, lorsque le corps étranger pénètre à l'intérieur des voies aériennes, on aura l'apparition d'une toux qui est expulsive et improductive. Improductive, c'est quoi? Improductive, c'est-à-dire il n'y a pas de sécrétion. Elle ne produit pas de sécrétion. C'est une toux sèche, d'accord? On peut avoir aussi une gêne respiratoire. Le patient n'arrive pas à respirer dans les deux temps. Lorsqu'on dit dans les deux temps, c'est-à-dire il n'arrive pas à inspirer, à faire entrer l'air. Inspiration, c'est-à-dire faire entrer l'air. Et expiration, c'est-à-dire faire sortir l'air. Donc, il a des difficultés à faire entrer et à faire sortir l'air, à inspirer et à expirer avec une toux et un wheezing. Ok, avec une toux et un wheezing. Le wheezing, c'est quoi? C'est un son que le patient émet lors de l'inspiration. Et on l'entend. Lorsque le corps étranger, vraiment, il enclave la trachée. On retrouve aussi une cyanose, une polypnée sifflante. Polypnée, c'est-à-dire une polypnée, c'est-à-dire une augmentation de fréquence respiratoire. Une augmentation de fréquence respiratoire. C'est-à-dire lorsqu'il y a une détresse respiratoire, lorsqu'il y a une soif d'air, une soif d'oxygène, lorsque l'organisme a besoin d'oxygène, qu'est-ce qui arrive? Il y a une stimulation des centres de la respiration, il y aura une augmentation de la fréquence de respiration. On retrouve donc une polypnée. La particularité de cette polypnée, qu'elle est sifflante, c'est-à-dire avec un sifflement. Lors de l'expiration, on entend un sifflement et plus un tirage. On va voir donc sur les images, c'est ça la cyanose, d'accord? C'est une coloration bleue, c'est-à-dire les lèvres du patient deviennent bleues, même les pulpes des doigts, d'accord, ils sont cyanosés. La cyanose témoigne d'une hypoxémie. L'hypoxémie, c'est quoi? C'est-à-dire une diminution de l'oxygène au niveau du sang. Le tirage, c'est quoi? On dirait tellement il y a une détresse respiratoire, on aura l'utilisation des muscles accessoires qui sont au niveau intercostal, d'accord, et au niveau sus-sternal. C'est ça, sus-sternal. Et l'utilisation de ces muscles va entraîner une contraction. Donc, on dirait on retrouve un creux là, un creux au niveau du sternum, au niveau sus-sternal qui vraiment s'exagère au moment de la détresse respiratoire. On appelle ça le tirage sus-sternal et le tirage intercostal entre les côtes. Entre les côtes, on retrouve donc vraiment une contraction. C'est ça le tirage intercostal et sus-sternal. Le deuxième tableau, c'est l'asphyxie aiguë. L'asphyxie aiguë, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une obstruction complète. Obstruction complète des voies aériennes. Obstruction complète des voies aériennes. Il y a un problème de sang. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de sang. Vous m'entendez maintenant? Si vous m'entendez, faites un signe. D'accord, donc le son est revenu. Donc je continue. Je continue. Où est-ce que le son est bloqué? Quand est-ce que le son a été bloqué?
au moment du diagnostic? Donc, tout va bien. Je continue. D'accord, ok. Donc, on s'est arrêté. Voilà. Au syndrome d'asphyxie. L'asphyxie aiguë, c'est une obstruction complète des voies aériennes. J'ai dit ça, obstruction complète des voies aériennes. C'est-à-dire le patient n'arrive pas à respirer. Il n'arrive pas à respirer. L'air ni entre ni sort. Elle ni entre ni sort. Donc l'oxygène et le CO2 non, ni entre ni sort dans les voies aériennes, dans les poumons. Et du coup, le patient, il devient vraiment agité. Il est vraiment très agité. Vous voyez cette image. Le patient, il est vraiment agité, avec une agitation vraiment très intense, avec absence de tout et de la parole, puisque l'air ni entre ni sort. On n'arrive plus à tousser, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à respirer. Le patient, par réflexe, vraiment, il met la main, les deux mains au niveau du cou, c'est un réflexe, et il devient bleu, il devient cyanosé. Cyanosé parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Le corps manque d'oxygène. On retrouve donc, on retrouve vraiment les lèvres, on retrouve cette image avec les lèvres qui sont cyanosées et avec les mains aussi qui sont cyanosées, d'accord. La pulpe de la main, elle est cyanosée, elle est bleue, et les lèvres, surtout les lèvres qui reflètent vraiment l'oxygénation, ils sont bleus. La langue, elle est bleue. Tout ça parce qu'on a une obstruction vraiment complète. Et lorsque l'oxygène manque dans le corps, l'arrêt est imminent. Le patient risque de mourir. Le cœur risque de s'arrêter à n'importe quel moment. Et là, la prise en charge doit être urgente. C'est une urgence imminente. D'accord? Il faut vraiment agir rapidement, sinon le patient décède. Sinon le patient, il meurt. Et là, on doit agir rapidement. Et on va voir ce qu'on peut faire lors d'une asphyxie aiguë dans le traitement. Lorsqu'il y a un syndrome de pénétration, et on n'est pas vraiment sûr est-ce qu'il y a un corps étranger à l'intérieur ou non, mais il y a un syndrome de pénétration. Lorsqu'on a donc un objet qui est radio-opaque, qu'on peut voir dans la radio, et pour vous les dentaires, presque tous les matériaux que vous utilisez sont radio-opaques, on doit faire une radio de thorax. Une radio de thorax, c'est-à-dire radio du poumon et radio du cou aussi. Il ne faut jamais oublier le cou, radio du cou et du thorax pour voir, pour visualiser le corps étranger. Si on peut le voir, si on ne peut pas le voir, on peut être amené à voir des signes indirects. Les signes indirects, soit qu'on voit le corps étranger comme ici par exemple, comme là. Là c'est un jouet de la part d'un enfant. Ou bien voir des signes indirects. Des signes indirects tels que ici, c'est une atelectasie. Le poumon, vraiment, il est rétréci, d'accord? Normalement, on retrouve un poumon ici. Il va partir de là. Mais ici, il est rétréci. On appelle ça une atelectasie. On la voit sur un thorax face et on la voit sur un thorax latéral, d'accord? De profil, ça, c'est un thorax de profil. Donc, la radio du thorax et la radio du cou sont très importants dans le diagnostic du corps étranger. Ils sont vraiment systématiques. En cas de syndrome de pénétration, mais non pas en cas de syndrome d'asphyxie aiguë. L'asphyxie aiguë, ça, le traitement, on doit commencer nos manœuvres qu'on va voir tout à l'heure rapidement. Sinon, le patient, il va décéder. On n'a pas le temps de faire une radio du thorax ni une radio du cou. Okay. Quelles sont les complications du corps étranger? Les complications du corps étranger, l'inhalation, pardon. Les complications de l'inhalation d'un corps étranger. On a des complications immédiates lors d'un syndrome d'asphyxie, c'est-à-dire d'ordre vital, c'est le décès. Les complications qui sont dues à l'obstruction, on pourrait avoir un œdème pulmonaire par levée d'obstacles. L'œdème pulmonaire, c'est quoi? C'est un comblement des alvéoles. Les alvéoles, c'est la fin des branches, c'est des alvéoles.
Les alvéoles, ils sont remplis d'eau. Et c'est ça l'œdème pulmonaire. Un pneumothorax, pneumomédiastin, pneumothorax, pneumomédiastin. C'est quoi le pneumothorax? C'est la présence de l'air. La présence de l'air, là, normalement, il n'y a pas d'air entre le poumon et la cage thoracique, d'accord? Mais lorsqu'on a lorsque le corps étranger perce les branches, d'accord? Il fait un trou au niveau des branches. L'air au niveau du poumon passe entre la plèvre et la paroi thoracique. Donc, on aura l'apparition d'un pneumothorax. On appelle ça le pneumothorax, présence d'air au niveau entre le poumon et la cage thoracique. Ou bien pneumomédiastin. Le médiastin, c'est ça le médiastin. D'accord? Entre les deux poumons, le cœur, la trachée, les branches, on appelle ça le médiastin. La présence de l'air au niveau des médiastins, lorsque par exemple d'une fistule ou d'une rupture de la trachée qui est due au corps étranger. D'accord? Un emphysème cervical sous-cutané, c'est quoi l'emphysème cervical? L'emphysème cervical, c'est la présence de l'air au niveau sous-muqueux, d'accord? Au niveau sous-cutané, au niveau du cou. Et on pourrait avoir des complications infectieuses, comme j'ai dit au début, lors de la physiopathe. Lorsque le corps étranger siège surtout plus longtemps dans le poumon, le risque infectieux peut survenir à n'importe quel moment. Le traitement. On commence, on débute la partie la plus importante. Le traitement, quels sont nos objectifs? Notre but, c'est de préserver le pronostic vital, surtout si on est devant un syndrome asphyxique. Notre objectif, c'est libérer les voies aériennes, extraire le corps étranger et éviter les complications. L'extraction du corps étranger et la libération des voies aériennes lorsqu'on peut ou on est devant vraiment un syndrome d'asphyxie. Lorsqu'on est devant un syndrome de pénétration, là, c'est autre chose. On va voir la conduite en fonction des deux syndromes. Quels sont les moyens? Les moyens, on a la bronchoscopie. C'est quoi la bronchoscopie? C'est faire donc une endoscopie. Faire une endoscopie. C'est quoi l'endoscopie? On voit avec la vue un tube, d'accord, et on l'introduit dans les branches pour voir et extraire le corps étranger. Par exemple, là, ok, avec un bronchoscope qu'on va introduire au niveau de la trachée et voir le corps étranger et puis l'aspirer et l'enlever. Deuxièmement, c'est la ventilation. C'est quoi la ventilation? La ventilation, on introduit un tube au niveau de la trachée et on ventile le malade. On lui donne de l'air. C'est nous qui vont ventiler le malade. Le traitement médical adjuvant, l'antibiothérapie, parce que le risque infectieux est très important, la corticothérapie, parce que le passage du corps étranger va entraîner une inflammation des voies aériennes, la pince de Magil, c'est ça la pince de Magil, c'est avec cette pince, lorsque par exemple le corps étranger siège au niveau de la glotte, on peut le voir avec la laryngoscopie, c'est ça le laryngoscope. Laryngoscope, on peut voir. Lors d'une laryngoscopie, on peut visualiser le corps étranger avec la pince de Magil. Donc, on extrait ce corps étranger avec la pince. D'accord? Et la manœuvre que vous devez vraiment connaître, c'est la manœuvre de Heimlich. C'est un moyen que tout le monde, même le grand public, doit savoir le faire. Là, la manœuvre de Heimlich, elle permet vraiment de sauver les patients, de sauver tout le monde lors d'une fausse route, lors d'une inhalation. L'inhalation, c'est une fausse route, d'accord? Ou bien de Mofanson. La manœuvre de Heimlich, c'est une manœuvre, et la manœuvre de Mofanson, c'est une autre manœuvre. Mais la plus utilisée, c'est la manœuvre de Heimlich. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la manœuvre de Heimlich, parce qu'elle permet vraiment d'extraire le corps étranger. C'est une manœuvre qui a été mise au point par l'américain Henry Heimlich en 1974, surtout pour les corps étrangers en situation glotto-susglottique, au niveau de la glotte, ou bien au niveau sous-glottique, directement sous-glottique. C'est quoi la manœuvre de Heimlich? Quel est le principe? Le principe, c'est de créer une pression au niveau thoracique.
cette pression va entraîner l'expulsion du corps. D'accord? On peut la renouveler 3, 4 fois jusqu'à ce que le corps étranger soit expulsé au niveau de la bouche. Ok? Comment on fait ça? On a deux techniques. Soit que le patient est en position debout ou en position assis. D'accord? L'opérateur, là, il se met derrière le patient ou à genoux. D'accord? Soit que l'opérateur, il est debout carrément. Lorsque le patient, il est debout, il se met debout derrière le patient. Lorsque le patient est demi-assis ou assis, il se met à genoux. D'accord? Il fait donc vraiment, il met en ceinture ses bras, avec le poing au niveau plus épigastrique, pardon, au niveau épigastrique, au niveau du creux épigastrique. C'est quoi le creux épigastrique? Le creux épigastrique, c'est juste au-dessous du sternum, c'est juste au-dessous, c'est juste au-dessous du sternum, d'accord? Au milieu, c'est juste au-dessous du sternum, au milieu, d'accord? Sur cette image, ça apparaît mieux. C'est ça le sternum. Ça, c'est le sternum. Et le creux, il est là, au milieu, d'accord? Donc, il met le poing au niveau du creux, d'accord? Le poing au niveau du creux. Et l'autre main au-dessus du poing, d'accord? De ce point. Et puis, il fait une pression rapide vers le haut. Une pression rapide vers le haut, d'accord? Pression rapide vers le haut. Cette pression rapide va entraîner donc une augmentation des pressions au niveau du thorax et faire sortir le corps éjecter le corps étranger vers la bouche. Donc, après que le corps étranger soit extériorisé, là, avec les doigts, on fait retirer le corps étranger. Avec les doigts en crochet, on prend le corps étranger au niveau du pharynx et on l'enlève, d'accord? La tête, lorsqu'on enlève le corps, là, la tête du malade doit être tournée vers le côté pour éviter, parce que lorsqu'on met notre doigt à l'intérieur de la bouche pour faire sortir le corps étranger, le patient risque de vomir et on doit le mettre la tête latéralement parce que lorsqu'il vomit, il ne fait pas une autre inhalation avec le liquide gastrique. OK? Ça, lorsque le patient est en position debout. Si le patient est en position couchée, le patient, l'opérateur, et il se met au-dessous du patient, d'accord, avec les genoux de part et d'autre du patient, et le patient lui-même doit être en décuplus dorsal, doit être endormi, la tête doit regarder le haut, et pour éviter la désaxation. C'est-à-dire, pourquoi? On doit mettre dans le même axe la trachée avec le larynx et le pharynx. Pour que si le corps est expulsé, il va sortir directement vers la bouche. Donc, il faut éviter la désaxation du trachée. Si la tête elle est tournée, la trachée va être désaxée et le corps étranger ne va pas sortir. Donc, il faut s'assurer que l'axe trachée, larynx, pharynx, soit identique, sur le même axe. Ok? Donc, la tête doit regarder le plafond. Donc, l'opérateur, il se met au-dessus du patient, les genoux ou bien les membres de part et d'autre du patient, que vraiment il soit à l'aise. Le poing toujours au niveau du creux épigastrique. L'autre main sur le point qui est mis au niveau épigastrique. Et il fait une pression toujours vers le haut et de façon rapide. D'accord? Pression de bas en haut, pour faire sortir le corps étranger. Quelles sont les complications de cette manœuvre? Les complications sont vraiment très rares. Il peut y avoir donc des fractures de côte, nausées, vomissements. Ils peuvent accompagner donc cette expulsion, comme j'ai dit, du corps étranger. Mais maintenant, quelles sont vraiment notre conduite à tenir en fonction de syndrome? Lorsqu'on est devant un syndrome asphyxique, on a une conduite. Lorsqu'on est devant un syndrome de pénétration, on a une autre conduite.
Lorsqu'on est devant un syndrome d'asphyxie, j'ai dit là, c'est l'urgence extrême. Soit qu'on cherche à enlever le corps étranger lorsqu'il y a